C'est un plat complet, plutôt équilibré, enfin paraît-il, et c'est sans doute une des raisons de son succès, ça et ses parfums extraordinaires du sud de la Méditerranée. Bonjour à tous, rendez-vous compte, dans le classement de nos préférences, le couscous est passé devant la blanquette de veau, symbole détrôné par ce plat qui a plus d'un atout dans son sac. Semoule, viande, légumes, tout y est, des saveurs multiples, parfois revisitées par des grands chefs ou parfois revisitées par les industriels de l'agroalimentaire. Alors justement, ces derniers nous ont ouvert leurs portes. Vous allez donc pouvoir comparer par vous-même leurs produits avec les recettes plus traditionnelles. La folie du couscous, c'est une enquête signée Claude Ardil. Voilà. Le saviez-vous? Le couscous est l'un des plats préférés des Français. Des légumes, de la viande, du bouillon, tous âges, toute classe sociale confondue, le couscous fait l'unanimité. Un très sérieux sondage le classe derrière le magret de canard et les moules frites. Le couscous occupe la 3e place, devant la blanquette de veau et le steak frites, symbole de la cuisine bleu-blanc-rouge. Une révolution dans la culture culinaire française. Mais qu'est-ce qui explique un tel succès? Enquête dans les meilleurs restaurants de couscous de Paris, salués par les guides du monde entier. C'est vraiment du couscous comme à la maison, il est vraiment, il est vraiment très très bon. Des cuisinières hors pair nous ont aussi livré les secrets de fabrication de leurs incroyables recettes. C'est forcément généreux, c'est régressif, c'est bon, tout le monde aime ça. Il a toutes les qualités. Et pour la première fois de leur histoire, des géants de l'agroalimentaire français nous ont ouvert les portes de leurs usines. À Vitrolles, chez le leader mondial de la semoule. En Vendée, chez le numéro 1 des plats cuisinés en Europe. Le couscous, un phénomène que la publicité avait immortalisé avec humour au début des années 70. Une semoule aussi légère. Elle est bien, ma belle fille. Cette viande, ces légumes. Mais c'est pas elle qui l'a fait, maman. Qui c'est alors? C'est belle maman. Qui c'est celui-là? Couscous, c'est bon comme là-bas, dit. Bon comme là-bas, dit, pas si sûr. Caoutchouc. Ça, c'est franchement dégueulasse. Mais faut le dire, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Enjeu commercial, enjeu culinaire, le couscous est aujourd'hui au cœur de la cuisine française. Pour le pire, mais souvent pour le meilleur, voici la folie couscous. À table! À Paris, quand il est question de bonne table, les informations circulent à la vitesse de la lumière, surtout quand il est question de restaurants de couscous. L'un des meilleurs se situe dans le 13e arrondissement, plus une cantine populaire qu'un bistrot chic. Et le patron, c'est lui, Abderrahmane, 75 ans, bon pied, bon oeil. Tous les habitués l'appellent Maman ou Papa Couscous tellement il est généreux. Ouvert 7 jours sur 7, sa salle ne désemplit pas, surtout depuis qu'il a obtenu le prix du meilleur bouillon 2013. Une distinction haut de gamme pour un petit resto sans prétention. Et c'est dans cette cuisine de 8 mètres carrés que Maman est devenu le roi de la semoule à Paris, la vraie de vraie. Comment ils font dans les brasseries, comment ils font le couscous? Non, comment ils font? Dans une plaque, ils rosent un petit peu avec de l'eau et un petit peu de sel au four. C'est pas le couscous. C'est pas de couscous. Comment vous faites, vous, la vraie là, il est lavé, là, il est lavé. Je l'ai lavé d'abord avant de le faire cuire. Après, il faut le séparer, il faut le travailler. Après, on le fait cuire à la vapeur. Une fois que c'est 5 minutes après, peut-être la vapeur commence à sortir et tout ça. Voilà, je le passe à l'eau, et du sel et de l'eau. Et là, je vais le mettre là. Je vais mettre... Vous avez, j'ai mis au fond, j'ai mis des beurres. Petite huile. Qu'est-ce que vous mettez comme huile? Colza? Colza. Dites-moi, Maman, cette passion pour le couscous, ça fait combien d'années que vous faites? 21 ans que je fais le couscous, là. Ça fait 21 ans. Oui. Bon. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre, déjà à mon âge, hein? C'est déjà pas mal de faire des couscous. Le secret de Maman résiderait donc dans la qualité de cuisson de sa graine de couscous. Mais les meilleures recettes sont aussi les plus simples. 4 légumes, pas plus, carottes, navets, céleri et courgettes.
Un méchoui de poulet doré à point et de l'épaule d'agneau qui mijote dans le bouillon. Du couscous authentique et pas question de transgresser les règles. Il y en a qui me demandent de la moutarde. Je dis non, la moutarde. Je suis désolé, je dis je ne peux pas. Et non, on aime bien. J'ai dit mais vous ne pouvez pas apprécier le couscous. C'est ça. Je vous respecte, je vous donne, si vous voulez, de la ketchup. Et une fois, il y en a, il m'a demandé du ketchup. Je vous assure, ketchup dans le couscous. Ça va pas. C'est pas McDonald's. Il est un peu plus de 19h. Chez Maman, avant le grand rush du couscous, tout le monde se sent un peu chez soi. Les amateurs d'échecs tentent leur dernier coup. Pour les autres, c'est encore l'heure de l'apéro et d'un brin de causette avec Maman, le patron. Jacques. Salut Maman, comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Hein? Quoi de neuf? Eh ben, tu vois, je fais toujours des couscous. Mais le couscous de Maman n'est pas toujours exactement pareil, mais il est toujours super bon. Ah ben non, mais ça c'est le... Heureusement, il n'y a que les boîtes qui sont toujours pareilles. Hein, c'est vrai Maman, non? À 20h, c'est le coup de feu en cuisine. Couscous merguez, couscous légumes, couscous royal. Servi à la bonne franquette, il y en a pour tous les goûts, à moins de 15 €. Et tout le monde est très content. Excellent. C'est le couscous comme à la maison. Et c'est vraiment, il est excellent. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à mes amis de venir le goûter. La carte est assez succincte. Il n'y a que du couscous, mais c'est vraiment du très bon couscous. On dit que c'est le meilleur de Paris. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est comme ça qu'on m'a emmené ici en me disant que c'était le meilleur couscous de Paris. Ah, du coriandre. Secret. Le couscous raconte toujours de belles histoires. Il y a 50 ans, Maman était venu à Paris tenter sa chance sans le moindre sou. Aujourd'hui, il triomphe dans toutes les gazettes culinaires grâce à une semoule dont la France est devenue le premier exportateur mondial. Nous sommes dans la plus grande fabrique de la planète, chez Ferrero, filiale de Panzani, à Vitrolles, dans le sud de la France. Bienvenue dans le temple du couscous. Ici, dans cette usine, on fabrique 50 000 tonnes de semoule par an, vendues dans 45 pays. Un monde high-tech sur lequel règnent 2 directeurs ingénieurs agronomes. Ici, on produit près de 200 tonnes de semoule chaque jour. Et pour répondre à la demande constante des consommateurs sur les 5 continents, les machines tournent à plein régime 7 jours sur 7 en reproduisant des gestes que plus personne n'a le temps de faire aujourd'hui. Ça, c'est le geste ancestral de roulage du couscous. À l'époque, au Maghreb, on prenait la semoule et l'eau et on frottait l'eau et la semoule entre les deux mains pour former la granule. Aujourd'hui, ce geste ancestral, il se reproduit au niveau de la mélangeuse, au niveau de la friction des pales de la mélangeuse. À l'origine, c'était une petite usine qui a effectivement agrandi de par toute la technologie qui a été implantée. Donc M. Ferrero à l'époque a vraiment récupéré des machines, qui venaient d'autres industries pour les mettre effectivement dans une usine de couscous. Le couscous industriel n'existait pas, c'est lui qui l'a inventé. Et depuis, effectivement, on rajoute des machines de plus en plus modernes, qui vont de plus en plus vite et qui sont de plus en plus performantes. Une fois la semoule mélangée et humidifiée, elle est précipitée dans ces énormes cuves pour être séchée à la vapeur à plus de 100 degrés, comme dans un couscoussier géant. Une étape capitale pour que la graine soit homogène. À cette étape-là, on maîtrise la température de la vapeur, on maîtrise aussi l'humidité qu'il y a dans la vapeur. C'est des paramètres extrêmement importants pour maintenir et pour garantir la qualité du produit fini. Qui aurait pu croire qu'il était aussi compliqué de fabriquer de la semoule de couscous? D'autant plus que le processus est loin d'être terminé. Mélangée, mouillée, cuite, la semoule sèche ensuite sur ces tapis avant d'être littéralement désagrégée par ses lames. La dernière étape passe par les calibreuses, ces drôles de boîtes qui bougent dans tous les sens.
Des machines bizarres qu'on imagine plutôt dans un film de science-fiction. Plusieurs prélèvements sont nécessaires pour identifier la taille des graines avant de déterminer leur destination finale. À la sortie du calibrage, qui est la dernière étape de fabrication, on obtient 4 franges granulométriques. Ça, c'est un produit qui m'intéresse. Ça, c'est un produit qui nous intéresse. Ça, c'est le moyen, ça, c'est le fin. Par contre, ce produit-là et ce produit-là, c'est des produits qui ne sont pas commercialisés. La très fine et la très grosse, on va les recycler. Les parties grosses, on va les broyer, on va les casser. Ça va redonner du couscous moyen, un peu de fin et un peu de fin. Des petites graines pour des enjeux financiers colossaux. En 2013, les Français ont consommé près de 4 kilos de couscous. Le marché, plusieurs centaines de millions d'euros, reste tellement attractif que les géants de l'agroalimentaire rivalisent d'ingéniosité pour capter de nouveaux consommateurs. Une bataille qu'ils se livrent d'abord par pub interposée. Oh, qu'est-ce que je peux faire avec mes côtes d'agneau? Du couscous. C'est facile. Un verre d'eau chaude, un verre de couscous. Une noix de beurre. Il y a quelques années, Ferrero avait lancé le sachet de couscous prêt en 5 minutes. Je m'occupe du couscous. Non, laisse-moi 2 minutes. La bonne cuisine, ça prend du temps. À mon âge, on me la fait pas. Attends donc voir. Son grand rival Tipiak avait répliqué aussitôt avec le même mode de préparation. C'est facile à faire. En 2 minutes. C'est même pas elle qui l'a fait. Qui rate. Mais Ferrero, leader mondial de la semoule, veut de nouveau prendre une longueur d'avance dans la grande course du couscous made in France. Et c'est dans la banlieue d'Avignon que se prépare la contre-attaque de Ferrero. Ce matin-là, à l'abri d'un laboratoire d'analyse sensorielle, c'est l'heure du grand test. Un nouveau produit lancé dans le secret le plus absolu, mais que nous avons été autorisés à filmer exceptionnellement. Ces tests, ils servent vraiment à définir la qualité de la graine de couscous que l'on souhaite pour la cible consommateur qu'on a retenue et de pouvoir connaître la qualité de cette graine par rapport aux concurrents avec des critères objectifs. Donc là, on va pouvoir avoir des informations. Qu'est-ce que le consommateur préfère en couleur, qu'est-ce qu'il préfère en texture, qu'est-ce qu'il préfère en granulométrie de la graine. Ça va nous permettre de définir notre qualité. Les tests vont se dérouler dans cet univers un peu clinique. Peinture blanche, alignement d'assiettes rectilignes et des box très impersonnelles. Dans la 7, s'il vous plaît. Ah bon? Dans la cabine numéro 7, s'il vous plaît. C'est là que des jeunes femmes, toutes d'origine maghrébine, ont été invitées à goûter du couscous à l'aveugle. Chez Panzani, ils appellent ça un couscous ethnique. Aujourd'hui, vous allez goûter 4 références de graines de couscous. Vous allez d'abord les évaluer crues et ensuite on vous servira la même référence de graines de couscous mais cuites. Et là vous aurez des questions, besoin de goûter le produit et donner votre avis sur le goût, la texture du produit. Les consommatrices n'ont que quelques minutes pour tout tester et aligner des notes et des appréciations sur les semoules. Leurs façons de procéder sont parfois surprenantes. Vous voyez, les graines, elles sont identiques là. Et j'aime bien entendre le bois, moi. C'est comme ça qu'on reconnaît si c'est bon? Ben, moi, c'est ma façon à moi. C'est ma façon à moi. Chacun a ses méthodes. Hein. Voilà. Entendez le bruit, non? Comme le cigare, là, ça chante. Toucher, écouter, sentir, mais aussi goûter pour choisir la bonne graine. Car cuisiner à la semoule, c'est tout un art pour que le couscous d'Aïcha soit parfait. Et celui de Ferrero, le meilleur possible. Chacun utilise la graine qu'il veut. Personnellement, je préfère une graine assez fine. En bouche, ça passe mieux et c'est moins lourd à la digestion aussi après. Voilà, qu'une semoule moyenne ou forte, quoi. Avant, les mamans, ils roulaient eux-mêmes le couscous. Oui, ils faisaient la graine. Ils achetaient la semoule, la fine, et ils faisaient eux-mêmes leur couscous. Oui, ils faisaient la graine. Et ça, c'est fait déjà. Non, ça, c'est une graine qui est faite, comme celle qu'on achète en magasin. Voilà. Oui, oui. Quand on en veut, on va au bled et on ramène le couscous qui est déjà roulé. C'est ce que je fais, moi. Quand je pars en vacances, je reviens avec du couscous qui est déjà fait là-bas, qui a été roulé par les dames de là-bas. Ça, c'est industriel, ça. Ça n'a pas le même goût. Hein. Ça n'a pas le même goût. Voilà. Des avis truculents, parfois un peu sévères.
Mais les appréciations de ces consommatrices sont capitales pour le fabricant. Car c'est à partir de ces jugements que le produit sera modifié et amélioré pour gagner la bataille du couscous ethnique. Dernière étape du test, le débriefing et surtout la découverte de la semoule que ces jeunes femmes viennent de goûter avec son nouvel emballage. Alors, je vais vous faire travailler un petit peu. Ah ouais, c'est mieux comme ça. C'est les mêmes, il y a un couscous fin, un couscous moyen. Ça, c'est le fait. Ils sont jolis, ces petits paquets. Avec, vous préférez acheter dans un paquet comme ça, souple, ou dans un sachet carton comme le Ferrero, dans une boîte? Moi, je préfère dans une boîte. D'accord. Le couscous, je le prends dans une boîte. Parce que là, c'est pas solidaire. Alors, si on se parle de l'arrière du pack, par rapport à la semoule actuelle, vous voyez la différence? Ça, c'est bien parce que vous avez écrit en arabe. Ah, c'est écrit en arabe. Ça, c'est bien, ça. Et là, non. Bonne idée, hein. Qu'est-ce qu'il y a eu cette idée? D'accord, donc vous préfériez le retrouver ici, hein? D'accord. Oui, très bonne idée. Étape cruciale, appellation du couscous, packaging, graines fines, graines moyennes, transparence du paquet, mode d'emploi en français ou en arabe. Les commerciales de Panzani ne perdent pas une miette des observations de leurs testeuses. Vous n'avez pas la même consommation que nous. Ouais, Parce que pour nous, le couscous, un verre de couscous, un verre d'eau, au micro-ondes et une fourchette. Si vous avez une connaissance du produit qu'on n'a pas, donc on est obligé de vous écouter parce que bah, vous l'avez dans les mains, vous l'avez dans le palais, et on a besoin en fait d'apprendre vraiment de vous et de vos attentes. Tous les retours que vous allez nous faire, en fait, on va les prendre en compte pour essayer de faire le meilleur couscous possible pour septembre. Bien, mais écoutez, en tous les cas, merci beaucoup. Merci, c'est nous. Au revoir. Mission accomplie. On vous enverra des échantillons. 4 mois après ces tests, le couscous le renard vient tout juste d'être lancé sur le marché. Un marché colossal puisqu'il concerne tous les consommateurs d'origine maghrébine en France. Près de 5 millions de personnes qui mangent du couscous au moins une fois par semaine, mais aussi tous les autres. Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. Mais d'où vient la folie couscous? Il faut remonter il y a un demi-siècle pour comprendre sa lente mais irrésistible ascension. Une chanson venue de l'autre côté de la Méditerranée symbolisait déjà le phénomène en 1961. C'était le temps de l'insouciance pour les pieds noirs. Mais plus pour très longtemps. La guerre va précipiter les événements. Quittant leur port d'attache juste avant l'été 62, des centaines de milliers de Français d'Algérie vont lancer la mode d'un plat quasi inconnu en France, le couscous. La fierté d'un peuple qui se raccroche à la cuisine d'Afrique du Nord pour perpétuer sa mémoire. Apparemment en France, quand on parle pied noir, c'est pratiquement synonyme de couscous, de merguez, etc. Oh, il y a le méchoui, mais il y a la cuisine juive, la cuisine israélienne, il y a tout, quoi. C'est un mélange de cultures. Voilà, la culture pied noir, il y a la culture espagnole, italienne, maltaise, française, arabe. Le couscous mène à tout. 60 ans plus tard, c'est dans l'une des plus belles salles de la capitale que se niche cette culture venue de l'autre côté de la Méditerranée. Mais quel rapport entre le théâtre et le couscous? Le rapport, c'est cette femme, André Zanamura. Issue d'une famille pauvre juive tunisienne, elle dirige aujourd'hui le théâtre Édouard VII. Bonsoir Fred. Mais dans sa vie d'avant, elle écrivait des livres ingénieux et raffinés sur le couscous. Un petit tour par le restaurant du théâtre, le Sacha Guitry, la grande fierté d'André, avant de se faufiler à pas feutré au bout de ce couloir. Voilà les loges principales. C'est là que l'attend l'une de ses plus ferventes lectrices et admiratrices, l'une des plus grandes actrices françaises, Emmanuelle DeVos. Bon, voilà, la loge de la diva. Emmanuelle utilise mes livres de cuisine, elle les a utilisés avant de me connaître. Oui. Le premier, c'est... Ce soir, on dîne à la maison, oui. Tout usé, il a plein de taches de graisse. Une très bonne cuisinière. Non. Moi non plus, hein. Non, Ça reste à prouver. Elle en parle très bien. Ouais. C'est une très belle personne. J'aime beaucoup cette personne, voilà. Et moi aussi. Elle a du talent dans la vie aussi. C'est une immense comédienne, voilà, et je le pense vraiment. Mais Emmanuel, vous le faites, vous, le couscous, non? J'en ai pas fait depuis longtemps. J'en ai fait, oui. Mais ça fait longtemps, là. Non, mais je dis, c'est un chantier, quand même. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça prend du temps pour avoir tout son... Non, puis on le fait forcément en grande quantité. On ne fait pas un couscous pour 4 personnes. Oui, c'est ça.
Donc c'est un chantier. Le théâtre, avec ses photos surannées qui racontent la vie parisienne de Zana. Très loin de la capitale, dans le sud-est de la France, Zana mène une autre existence, dans sa jolie maison secondaire à Ramatuelle. Un petit coin de paradis où elle a écrit la plupart de ses livres sur le couscous. Un peu de thym et de romarin, quelques herbes pour agrémenter le plat du jour que Zana veut nous faire découvrir à tout prix. Cette fameuse recette qu'elle a inventée et qui a fait le tour du monde. On se fait le petit couscous? Allez. J'ai appelé ça le couscous vert parce que au début je le faisais avec des petits pois, j'ai rajouté des fèves et maintenant je mets plus de légumes que de semoule. Voilà, chacun le fait comme il veut, il met les légumes, on peut mettre tous les légumes verts, on peut mettre des haricots verts, des pois gourmands, ce qu'on veut. Hein. C'est vous qui l'avez inventé, enfin qui avez donné... Oui, je me suis dit tiens, ça serait bien avec le couscous, donc je l'ai fait. Maintenant je retrouve des recettes dans les journaux spécialisés, mais c'est ça qui est bien dans la cuisine. De toute façon, personne n'invente rien. Les idées, tout le monde les a eues. À l'autre bout du monde, il y a des gens qui font la même chose que vous, on n'en sait rien. Puis un beau jour, c'est ça qui est génial. J'ai souvent dit que j'étais condamnée au couscous, parce que moi je cuisine 1000 choses. J'adore faire plein de cuisine. Mais du coup, je fais beaucoup le couscous, parce qu'on me le demande. Et il fait tellement plaisir que on va pas se priver de regarder ces mines réjouies. Voilà, hop, ça c'est fini. Bon, allez, hop. Quand on veut en savoir plus sur le couscous, on vient consulter Zana comme un oracle, une classique, une garante des tables de la loi couscoussière. Un art que Zana tient des femmes autour d'elle, comme si le couscous était un secret de famille à transmettre pour l'éternité. Moi j'ai eu la chance d'apprendre auprès de ma mère, de ma grand-mère, de mes grands-mères, de mes tantes. Il y avait beaucoup d'effervescence, il y avait beaucoup de fêtes dans nos familles. Et à chaque fête, c'était des plats différents et des odeurs différentes. Et puis Alors, c'est vrai que j'ai toujours vu les gens cuisiner chez moi. Et c'est ma passion, moi. Et c'est pour ça que j'ai écrit des livres et que j'ai fait des choses comme ça. C'est que j'ai voulu transmettre parce que c'est une telle richesse ce qu'on m'a donné. Un secret de fabrication qui tient à une astuce toute simple. Zana mélange la graine et les légumes sans bouillon directement dans la poêle, avant de rajouter un peu de coriandre et de l'huile d'olive. Voilà, faut pas trop quand même parce que on a quand même du beurre et tout. Et encore et toujours des herbes dont certaines récoltées dans son jardin. Je goûte pour vous dire si ça me plaît. Un petit miracle culinaire vient de se produire sous nos yeux. C'est comme mon mari qui dit je fais des pièces que j'ai envie de voir, ben moi je fais des plats que j'ai envie de manger. Hop, voilà. Attends. Un miracle à partager sans modération. Ça c'est pour les merguez. On met où celui-là? Ben, comme on veut, voilà. Ah, si seulement Zana avait participé au championnat du monde de couscous. Et oui, figurez-vous qu'il existe un championnat du monde de couscous. Une graine de folie qui explose en Sicile, à San Vito lo Capo, près de Palerme. Tous les ans, fin septembre, ce village organise son Couscous Fest, une compétition internationale à laquelle participent une douzaine de pays. La France n'a remporté ce concours qu'une seule fois, en 2008, avec un incroyable couscous que personne n'aurait jamais imaginé faire. Notre championne du monde 2008, nous avons rendez-vous avec elle au cœur de Paris. C'est Cédric, son épicier de luxe, qui nous accompagne. Dans son panier, quelques agrumes pour un personnage hors du commun. Une agitatrice gastronomique qui nous a invités à filmer le secret de fabrication d'un couscous hors du commun. Dis donc, ça arrive de la planète Mars, je croyais que ça arriverait jamais. Bienvenue chez Frédéric Grasser-Hermé. Curieuse, iconoclaste, cette cuisinière réputée pour ses recettes déjantées, comme le poulet au Coca-Cola, se définit comme un penseur de cuisine sensuelle. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Pour ton couscous, les cédrats. Ah, super. Tu sais, avec la semoule, là, ça va être génial. 2 miettes de pain rassis, pas pour tout le monde. Ça va être génial. En fait, Frédéric ne cesse de réinventer la cuisine. Mais en 2008, notre performeuse culinaire, qui n'a jamais touché au couscous de sa vie,
déniche une recette du Xe siècle qu'elle décide de customiser au citron de Sicile confit. Les femmes, au serail, avaient une miche de pain qu'elles fendaient. Elles récupéraient cette mie de pain racise et puis ensuite elles la travaillaient comme une semoule. C'est-à-dire la mixer, enfin, elles devaient la faire autrement parce qu'il n'y avait pas de mixeur à l'époque. Et c'est parti pour 2 heures de préparation avec l'ingrédient essentiel. Je vais préparer maintenant la semoule de miel de pain rassis. Donc ce pain a 72 heures de vécu. Maintenant, il faut le trancher par la moitié. À l'aide d'une cuillère, je vais quand même évider la mie pour pas en perdre une miette. Pour cette recette, cette machine est vraiment indispensable. Je ne sais pas comment les femmes du sérail au Xe siècle pouvaient hacher aussi finement. Un petit coup de mixeur et le tour est joué. Voilà une première mouture. Je vais la mettre ici. Et on la travaille exactement comme quand on travaille une semoule normale. C'est beau. Et c'est avec cette improbable semoule de pain rassis que Frédéric a mis le jury du Couscous Fest en émoi. Une centaine de jurés professionnels et amateurs du monde entier épatés par la légèreté et la consistance de la graine. Il fallait la jouer fine. C'était très difficile. C'était une épreuve. Franchement, je pensais pas. Vous n'avez jamais paniqué? J'y croyais pas. Et donc, quand j'ai été appelée sur l'estrade, c'était incroyable. Pendant que la semoule cuit à la vapeur, Frédéric s'occupe du poulet fermier. Un méchoui parfaitement rôti et finement découpé qui sera rehaussé par le parfum d'un concentré de tomates, des piments du Maghreb et un peu de gingembre. Voici la version moderne du couscous des mille et une nuits avec un petit plus, les graines de grenade, un coup de génie de Frédéric. Maintenant, le moment, c'est toujours angoissant pour moi. C'est une semoule très délicate. Elle est réussie. Il faut que je les frite maintenant. La cuisine, c'est un plaisir, un amour, un partage. D'ailleurs, on va partager là. Allez, la dernière goutte. Avant la fin. Des bruschettas fait maison en guise d'apéro. Et enfin, le couscous. À table! Le couscous est donc l'un des mets favoris des Français. Mais y compris quand il est de provenance industrielle, grave question existentielle au pays de la bonne bouffe. Pour éclairer notre lanterne, rien de tel qu'un bon chroniqueur culinaire. Un restaurant du 15e à Paris, et voici Perico Légas, prêt à toutes les audaces. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Enchanté. Plaisir d'être là. Bienvenue également. Prenez place. La salle de torture est où ici? C'est ici, exactement, voyez. Bon, ça tombe bien, j'ai faim. Ça tombe très bien. Est-ce que vous voulez un peu d'eau, peut-être? Un peu de vin? Un peu de vin? Ah. Plaisir. Plutôt léger? Oui, un rosé. Un rosé, très bien. Je vous amène ça. On va pas se laisser démonter par du couscous. Nous avons demandé à Perico de tester à l'aveugle 5 couscous en barquette. Garbit, Carrefour, Monoprix, Weight Watchers et Fleury Michon. Merci. Bon courage, monsieur Légas. Merci. Alors, 5 couscous. Je vais d'abord les observer visuellement sur le niveau esthétique. C'est pas mal. Bon, quand on goûte le couscous, on commence d'abord par le sentir. Les parfums et les arômes sont fondamentaux. Parce que c'est un plat un peu oriental, donc il y a forcément des épices. On sent quand même que c'est pas le nez d'un couscous fait à la maison. J'ai 5 odeurs différentes. Je vais goûter la semoule. Caoutchouc. Pas mal. Le grain est dissocié. Ouh, il est relevé celui-là. Compact. Chewing-gum.
Quel intérêt? Elle est molle, elle est plate, elle est... Non, aucun charme, zéro. Mais la merguez, c'est dans la conserve et dans l'industriel ce qui souffre le plus. La bonne merguez, elle doit être fraîche, croustillante, sortant du... Faut être un petit peu indulgent. Mais enfin bon, ça fait partie du problème, hein. Ça, c'est ignoble. On dirait un truc pour chien. Bon, côté merguez, 0 pointé, hein. Les jugements de Perico tombent comme la foudre. Normal, ce journaliste s'est toujours opposé à une certaine industrie agroalimentaire qui l'accuse de dénaturer les aliments et surtout les légumes. Ça, c'est pire. Ça, c'est franchement dégueulasse. Hein. Mais faut le dire, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Voyons ça. Là, tout est mélangé. On dirait de Funès dans l'aile ou la cuisse. Vous savez, quand ils goûtent les trucs, il y a les cloques qui vont pousser. Alors, quel couscous Perico n'a-t-il pas aimé ou au contraire apprécié? Alors, le verdict. Il suffit de soulever l'assiette pour le savoir en découvrant l'emballage des plats cuisinés. Alors celui-là, on est chez White Watcher, qui est une bonne maison, mais je comprends le problème, on est dans une démarche diététique. Donc on ne peut pas toujours associer diététique et cuisine industrielle, donc bon, voilà, il avait les défauts de ses qualités. Alors celui-là qui était vraiment pas terrible, Monoprix, bon, on est sur une marque de grande distribution et on sent bien, vu le niveau de la prestation, qu'on est dans une logique de compression des prix. Garbit, c'est vraiment l'emblème du couscous industriel. Hein. Vous vous souvenez la pub, c'est bon comme là-bas, dit. Quand même, Garbit, je m'attendais à ce qu'il y ait une semoule. C'est des professionnels qui font ça depuis longtemps. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. Celui-là qui était vraiment pas bien. Carrefour, ouais. Faut pas faire des choses quand on n'est pas capable de les faire. Et je sais pas à qui on ose vendre ça. C'est pas bien. Pourtant, c'est pas cher de faire un bon couscous, même au niveau industriel. Alors voilà mon coup de cœur. Ah oui, d'accord, Fleury Michon. Non, mais là, dans cette maison, il y a une démarche qualitative évidente depuis plusieurs années. Ils sont aidés, c'est pas inscrit par Joël Robuchon, et on voit bien qu'il y a l'œil et le coup de main du cuisinier professionnel. Et évidemment, le résultat est là. Ces couscous se vendent entre 2 et 4,70 €. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Ça, c'est pas digne d'un consommateur français d'aujourd'hui, hormis quelqu'un qui est vraiment en grande difficulté. Ben, je fais autre chose, hein. Je fais une soupe au poireau, une omelette aux pommes de terre, ça me coûtera moins cher, ça me coûtera 1,10 €. 3,80 €, eh ben c'est pas mal. Notre gagnant du jour, c'est donc ce couscous. Mais qu'a-t-il de plus que les autres? Pour le savoir, direction la Vendée. Après des mois de négociations, exceptionnellement, nous avons été autorisés à filmer leur secret de fabrication. Un privilège refusé par tous les autres industriels que nous avons contactés et qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Une visite qui débute par la cuisine d'essai. Dans cet espace, une douzaine de cuistots préparent les plats de demain. Ici, des soufflets au saumon et au brocoli. Là, une recette estivale à base de gingembre et de coriandre. Plus loin, un tagine de légumes glacés. Ça, c'est une recette qui est en développement aujourd'hui. On commence juste les premiers essais. Et donc là, l'idée, c'est de faire des légumes cuisinés façon tagine et faire vraiment un plat où le légume sera la vedette de ce plat-là. Donc on est tout à fait au balbutiement là, du développement. Ensuite, nous, on précuit nos légumes et après, ils vont finir de cuire sous vide avec tout l'assaisonnement. Et c'est là où on a un petit peu la surprise au début, quand on va ouvrir le sachet. Bah, ça risque d'être trop assaisonné ou pas assez, ou un petit peu trop gras. Et donc, on va corriger au fur et à mesure des essais qui auront lieu dans les semaines qui vont venir. Si toutes ces recettes passent avec succès les tests, les consommateurs les achèteront dans quelques mois, à condition de trouver la subtile alchimie entre tous les ingrédients. Il faut savoir que tout ce qu'on fait en cuisine, c'est pesé au milligramme près. Quand on pèse du cayenne, on pèse un quart de gramme de cayenne. Et il faut être sûr de ce qu'on met. Parce qu'après, quand on va le fabriquer en quantité plus importante, si on s'est trompé d'1 gramme, bah, la recette ne sera pas bonne. Mais c'est à une quinzaine de kilomètres de ce laboratoire expérimental que se trouve notre vrai centre d'intérêt, l'usine où a été conçu notre couscous à la marocaine. À commencer par les hauts de cuisse de poulet, des centaines de kilos de viande que des employés répartissent à la main sur un tapis roulant. Donc là, on a assaisonné le poulet avec du sel et du poivre. Et maintenant, on le pose devant le four. On remet bien la peau du poulet dessus pour qu'elle soit bien rôtie. Et on va cuire le poulet dans le grand four. Et au bout, ça va sortir, le poulet sera rôti. Pour le couscous, en fait,
on va en moyenne rôtir entre 45 et 50 000 hautes cuisses de poulet par semaine. 50 000 morceaux par semaine, faites le calcul vous-même, 2 600 000 os de cuisses par an, uniquement pour la recette couscous. On va voir le jus de cuisson maintenant, Laurent ? On va aller voir le jus et puis après derrière on ira faire le mélange de la semoule. D'accord. L'atelier voisin, la préparation du bouillon. Regardez bien cette matière qui s'apparente à du beurre. Une astuce pour donner plus de goût au jus. Mais s'il s'agit d'un secret de fabrication, alors on passe vite à autre chose. Ça c'est de l'ail haché que vous voyez ici, qu'on a préparé auparavant. Vous voyez qu'on aperçoit du poivre, du sel, le cumin. Voilà. Tous ces ingrédients-là ont donc été préparés par nos soins auparavant, soit par des pesées au niveau des épices, on a une salle d'épices où on pèse nos épices avant, soit par des préparations comme pour l'ail qu'on va faire en interne avant de pouvoir l'utiliser dans le jus. Tous ces ingrédients sont ensuite déversés dans une marmite géante pour être cuits une quinzaine de minutes selon la méthode d'un grand chef réputé, Joël Robuchon. Donc là, on va aller fabriquer le jus maintenant dans un cuiseur qui fait une cuisson sous vide, de façon à préserver au mieux tous les arômes. Et ça, c'est un matériel qu'on a développé avec Joël Robuchon. C'est lui qui nous a amené à travailler sur la préservation des arômes. Parce qu'il nous disait, c'est très bien quand ça sent bon dans une cuisine, mais quand ça sent trop bon dans une cuisine, ça veut dire que c'est plus dans la marmite et c'est plus dans le jus. Donc il nous a amené à travailler avec Gérard Chambert, on a travaillé sur... tous les ingénieurs ont travaillé, ont écouté ce qu'a dit Joël, et après ils ont créé une machine qui nous permet maintenant de cuire tous nos jus à l'abri de l'air. L'avant-dernière étape de la fabrication, la semoule. Des dizaines de kilos de graines mélangées à des pois chiches et à des raisins secs, malaxés par un bras géant dans cette cuve en acier. Toutes les épices sont là, dans la salle de conditionnement, c'est ça ? Voilà, on va rentrer dans la salle de conditionnement. La dernière ligne de production tient à la fois du film Les temps modernes de Chaplin que d'un film de science-fiction. Des robots et des hommes. Alors il y a des choses qui sont manuelles et puis il y a des choses qui ne le sont pas. Ça c'est tellement spécifique qu'on l'a laissé en manuel. Même chose pour les merguez. Pour les légumes, c'est un petit peu plus des choses qui sont répétables, donc on peut le faire en dosage automatique. Dans notre philosophie, vous allez voir après, on a des robots, tant que la main de l'homme n'apporte rien, on peut envisager de faire les choses en automatique. Ainsi va notre petit couscous à 3,80 €. D'un côté, des merguez, déposées manuellement par des ouvrières dans des barquettes. De l'autre, le monde des machines redoutables. Après avoir été triés, d'un côté les courgettes, les navets et les céleris, de l'autre les carottes, tous les légumes sont ensuite pesés dans ces godets et distribués quelques mètres plus bas dans leurs emballages. Les légumes sont ensuite copieusement arrosés de jus, de la mécanique de haute précision. Notre couscous est presque terminé. Il ne reste plus qu'à y déposer les os de cuisse rôtis quelques instants plus tôt. En moins de 3 heures, plusieurs milliers de barquettes comme celle-ci ont été fabriquées. Demain, elles seront déjà dans les rayons frais des magasins. Ça reste un produit frais à 21 jours. Et derrière ce produit frais à 21 jours, il faut que chaque ingrédient soit parfaitement cuit et qu'en plus, chacun ait pris le goût de l'ensemble de la barquette. C'est pas des légumes plus du poulet et un jus, c'est un couscous qu'on vend. Et un couscous, c'est une vraie alchimie. C'est pas la somme de choses les unes à côté des autres. C'est sûr qu'il y a une vraie concurrence entre nous, que ce soit entre les autres marques nationales ou d'autres marques distributeurs. Et c'est vrai qu'au cours des années, on a tous acquis un certain savoir-faire et on essaye de défendre au maximum notre savoir-faire. Dans cette guerre commerciale entre géants de l'agroalimentaire, ce sont ces fameuses barquettes qui ont remporté tous les suffrages. Les Français en ont acheté plus de 2 millions en 2013, confirmant que le couscous est décidément l'un de leurs plats préférés. L'industrie peut donc fabriquer des plats cuisinés de bonne qualité. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Une journaliste a enquêté sur les méthodes de l'agroalimentaire en France. Responsable des pages environnement à rue 89, Sophie Caillat a notamment découvert la face cachée d'un grand groupe de surgelés. Et notamment d'un couscous express à 2 €, prêt en 5 minutes. Beaucoup d'infos sur l'emballage
Mais qu'apprennent-elles vraiment aux consommateurs? Grand avantage du scandale des lasagnes à la viande de cheval, désormais les fabricants de plats préparés indiquent d'où vient la viande. Alors là on est assez ravis parce qu'on voit que c'est issu d'animaux nés, élevés et abattus en France. On ne sait rien d'autre, évidemment la poule n'a pas couru, évidemment le bœuf, on ne veut pas savoir la vie qu'il a eue, mais ça doit être bien horrible. Et il est évidemment nourri de céréales OGM, comme 80% des bovins français. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc il n'y a pas de mystère. Pour 2 € tout ce plat préparé, certes vous aurez mangé, mais enfin vous aurez mangé des choses très peu recommandables, parce qu'il n'est techniquement pas possible pour 2 € de vous fabriquer un couscous digne de ce nom. Sophie Caillan n'est pas tendre avec ce fabricant, mais autant en avoir le cœur net. De quelle origine proviennent les ingrédients de ce couscous? Réponse avec le service clientèle, où nous nous faisons passer pour des consommateurs lambda. Alors, les aiguillettes de poulet viennent de Hollande. Oui. La merguez vient de France et d'Italie. La composition, donc, c'est viande de bœuf, viande de mouton, gras de mouton, assaisonnement, etc., etc. Voilà. D'accord. Donc la première origine, c'est France, et quand on n'a pas assez, on s'approvisionne en Italie. Voilà. Résumons-nous, le poulet serait donc de nationalité hollandaise. Quant à la merguez, elle viendrait soit de France, soit d'Italie. Mais regardez bien l'emballage. Il est bien stipulé que la viande bovine qui sert à fabriquer la saucisse est issue d'animaux nés, élevés et abattus en France. D'après la réponse du service client, ce qui est écrit sur la boîte serait donc faux quand la viande vient d'un pays étranger. Mais pourquoi pas acheter français? Il faut beaucoup de quantité, on a plus de 900 magasins. Ouais. On vend en France, on vend en Italie, on vend à La Réunion, on a des boutiques un peu partout. Nous sommes installés en Suède, nous sommes en Belgique. Il faut beaucoup de choses pour pouvoir alimenter les 900 magasins français déjà. Donc c'est énorme. Hein. Pour vous donner une idée, on vend à peu près 12 tonnes de haricots verts par jour. Effectivement. 12 tonnes. Par jour. Hein. On vend un moelleux au chocolat toutes les 15 secondes. L'industrie agroalimentaire raisonne donc aujourd'hui en termes de tonnage et de minutage. En prime, les crises alimentaires sont passées par là. Et à force de rechercher le profit à tout prix, les industriels ont fini par déraper. Une révélation de l'Institut national de la consommation. De la viande de cheval à la place de la viande de bœuf, il n'y en avait pas que dans les surgelés et dans un seul produit. Et c'est le journaliste Thomas Laurenceau, le premier, qui a donné l'alerte dans les colonnes de son magazine. Le démarrage de l'affaire des lasagnes au cheval, on était sur des surgelés. Très vite, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que des lasagnes, il pouvait y avoir d'autres produits. Les premiers produits de mémoire, c'était des hachis parmentiers et des cannelloni, je crois. Puis qu'il n'y avait pas qu'une marque, il n'y avait pas que Findus, il y avait aussi Picard, puis Carrefour, puis ceci, puis cela. Et pendant les premiers jours, c'était assez étonnant, puisqu'il y avait une très très grande transparence. Dès qu'on voyait un produit incriminé, c'était rendu public, et les gens le savaient. Et puis ensuite, ça s'est assez vite calmé. Et nous, on s'interrogeait parce qu'on s'est dit, c'est bizarre. On n'a parlé pour le moment que des surgelés, il n'y a rien dans les boîtes de conserve, alors que finalement, ils ont les mêmes fournisseurs, c'est les mêmes fabricants, et c'était un peu étonnant. Et de fil en aiguille, comme ça, on a commencé à alimenter une longue liste de produits qui avaient été retirés discrètement des rayons. Parmi ces produits, il y avait effectivement des couscous Garbit. Alors la marque n'a jamais confirmé, elle n'a jamais infirmé non plus. Mais bon, à mon avis, le fait de ne pas infirmer voulait dire beaucoup de choses. Les consommateurs auraient donc mangé du cheval dans des surgelés, mais aussi dans des boîtes de conserve et dans des plats cuisinés sans le savoir. Rien de grave d'un point de vue médical, mais un scandale supplémentaire. D'autant plus que les pouvoirs publics ont refusé de prendre leurs responsabilités face à cette crise. Les autorités ont considéré qu'il n'y avait pas danger pour les consommateurs, puisque, après tout, il avait été montré que cette viande de cheval n'était pas malsaine, elle n'était pas dangereuse. En revanche, ils ont dû considérer aussi qu'il y avait danger pour la filière agroalimentaire, parce qu'on était quand même dans un moment où les inquiétudes des consommateurs étaient telles qu'on craignait énormément pour l'industrie, pour l'emploi. Donc, voilà, donc les autorités ont considéré qu'il valait mieux ne pas alerter les gens. Donc, on a retiré les produits discrètement. C'était très discret, mais on les a retirés quand même. Mais on n'a pas dit aux gens qui avaient acheté ces produits auparavant qu'ils contenaient du cheval et qu'ils pouvaient les rendre
et se les faire rembourser. Souvenez-vous, il sentait, il touillait, il goûtait. C'était le Péricot testeur de couscous. Sévère mais plutôt sympa et drôle. Mais le journaliste s'est aussi poussé de bons coups de gueule quand il s'agit de santé publique. Je vais vous dire quelque chose de terrible. La politique publique de santé a imposé sur les paquets de cigarettes de marquer fumer tue, sur les bouteilles d'alcool, l'abus d'alcool est dangereux, quand sur des aliments, je ne dis pas cela, mais sur certains aliments à des prix dérisoires, quand il sera marqué sur la boîte, marqué en gros, ce plat préparé industriel coûte 1,80 € ou 1 € de moins que le plat d'à côté, mais vous aurez 25 minutes de vie en moins, ou un quart d'heure de vie en moins. Ça changera tout. Aujourd'hui en France, je considère que le citoyen consommateur, quels que soient ses moyens, s'il veut bien donner un peu de temps, il a toujours les moyens d'aller trouver un produit au moins une fois ou deux par semaine, 3 fois si on le peut, mais on peut toujours s'extirper de ce conditionnement aliénant et annihilateur de la bouffe industrielle distribuée en grande distribution. Quand on mange un plat qui a été préparé avec amour et qu'on le savoure, mais on ne fait pas la guerre, on fait l'amour. Les histoires de couscous rejoignent parfois les histoires d'amour. L'aventure se déroule au cœur du Luberon, à Lourmarin, dans le sud de la France. Un havre de paix et de bonheur tranquille. Nous sommes à la Fénière, le domaine de Reine Samut et de son mari Guy. Il y a 40 ans, elle était étudiante en médecine, lui, musicien de rock. Le coup de foudre. Aujourd'hui, c'est là qu'ils ont bâti leur rêve, au cœur d'un champ couvert d'oliviers. C'est un arbre qui nous apaise, qui a beaucoup de signification dans la cuisine de Rennes, l'olive et l'huile d'olive. Moi, pour moi, le plus grand personnage politique en Méditerranée, ça sera toujours... Tiens, tu vois la fleur là ? Ça sera toujours la femme. Parce que c'est elle qui rassemble, c'est elle qui élève sa famille, c'est elle qui parle de pacification. Donc l'olivier, c'est le symbole de la paix. Et pour nous, ça nous va bien, quoi. Parce que si on était bêtement que des cuisiniers restaurateurs, on se ferait bien chier. Mais on parle bien, hein. Oui, mais c'est ça, hein, c'est une vraie, comme il dit, c'est une cuisine politique, une cuisine d'intégration. L'intégration a donc commencé ici, dans ce parc. Mais il a fallu du temps avant que Rennes ne devienne l'un des chefs les plus réputés de la gastronomie française. Grâce au couscous. Et oui, on vous l'a déjà dit, le couscous Manatou. Alors le poisson du couscous d'aujourd'hui, il est là. Wow. C'est un denti. Non, c'est pas un denti. Un denti, c'est de la famille de la dorade, c'est magnifique, non? C'est avec cette recette que Rennes s'est mise pour la première fois au couscous. Mariée au fils d'une famille juive tunisienne, la petite étudiante venue de l'Est de la France s'est découverte une passion pour un plat dont elle n'avait jamais entendu parler. Ce plat-là, pour moi, c'est vraiment ce qui a déclenché chez moi l'envie de faire la cuisine, l'envie, parce que je savais, enfin, j'ai appris à le faire, et après, finalement, on m'avait, moi qui étais la petite Vosgienne, on m'avait délégué le couscous au poisson. Je trouve ça incroyable. Et c'est la mère de Guy qui a transmis le flambeau à sa belle-fille. Si je vous dis couscous au poisson, vous dites quoi, Guy? Je pleure. Non, parce que nous, c'est nos origines, c'est la Sicile. Voilà. Moi, ma grand-mère, elle est partie de Trapani en 1910. Elle est arrivée à Tunis, à la Goulette, à cette époque-là. Et là, il y avait une espèce de population sicilienne qui émigrait pour aller survivre, pour aller travailler, etc. Et ils sont arrivés sur le port de la Goulette et ils ont dit, nous, on va vous montrer ce qu'on fait chez nous, on fait le couscous au poisson. Et quand ils ont fait ce couscous, c'est devenu le plat des Tunisiennes. Et après, on a dit le couscous au poisson, c'est le couscous tunisien, mais c'est un couscous sicilien, voilà. Au début de notre carrière, on avait du mal. Alors Guy dit, bon, si on faisait le couscous tous les samedis, peut-être que ça marcherait. Alors on avait une petite 4L fourgonnette et on avait des gros panneaux de spécialité le couscous au poisson, et donc on faisait le couscous tous les samedis. Et les gens venaient du village, j'arrivais à en faire 100 par samedi. C'est le début du succès pour Rennes. D'abord 3 toques et 18/20 au Goemio. Ça, c'est le pain que je fais tremper pour mélanger avec mon poisson pour faire mes boulettes. On fait tremper dans le lait.
La consécration vient quelques années plus tard. Une étoile au guide Michelin. Le début d'une carrière foudroyante grâce au couscous au poisson et à l'originalité de ses fleurs de courgettes. Voilà, alors je farcis mes petites fleurs comme ça. Elles tiennent très bien attachées à la courgette. Hein. Une fois qu'elles sont remplies, on n'a plus qu'à tourner et à rabattre ça. Ça fait quelque chose de joli. Une cuisine de génie, mais une cuisine à l'instinct. Élaborée, testée avec l'aide de sa belle-mère. Même si parfois, Reine déroge aux coutumes qu'elle lui avait transmises. Ma belle-mère n'a jamais goûté, je l'ai jamais vu goûter avec une cuillère. Elle humait la vapeur et elle me disait « Oh, c'est pas assez salé ». Et moi par contre, j'ai pas tout à fait confiance. Alors je préfère quand même tremper ma cuillère et goûter un petit peu. C'est bien. Le couscous comme un tableau final. Le poisson, la semoule, bien sûr tamisée à la main. Les fleurs de courgettes comme une œuvre d'art. Place au spectacle. Et un nouveau concept, le couscous rock. Une fois par mois, Reine sert son couscous au poisson aux invités d'un concert exceptionnel au bistrot de la Fénière. Le boss, c'est Guy, son mari. Et son groupe, tous des potes d'adolescence, les anciens musiciens de Bachung. Ils chantent Bob Dylan, les Stones ou Neil Young. Pour le plus grand plaisir de Reine et de Nadia, leur fille. Comme si le couscous était le prolongement festif de toute une vie. Ah, là oui, je pense que oui. Hein. J'ai commencé par le couscous. C'est le premier plat que j'ai appris à faire avec ma belle-mère. Ça mène au rock'n'roll. Eh ben oui, regardez, 40 ans plus tard. I'm gonna have my love on stage. Come on, baby. Yeah. Monsieur Guy Samy et Madame Reine Samy. Vous les applaudir, merci. Leur credo, le couscous comme une philosophie, une belle leçon de vie et une invitation au partage, au plaisir et à la solidarité. Voilà pour le couscous à la mode rock'n'roll, rencontre détonnante entre les cultures orientales et occidentales. Merci au Méchoui du Prince qui régale mes papilles avec ce petit tagine d'agneau aux fruits secs et ce petit couscous léger. Comme ça va refroidir, je vais vous quitter et vous dire à très vite pour un nouveau doc sur France 5. Bye bye.